je suis ici en tant qu'Arménienne de France, c'est-à-dire que j'ai une double appartenance, et vous allez comprendre combien cette formalité que j'apporte ici, dans ces remerciements doubles, correspond à l'esprit même de mon travail. Disons d'abord, pour dire les choses d'une façon simple, c'est que dans tous mes ouvrages, qui portent effectivement sur ce qui se transmet aux enfants de survivants, en particulier ceux que je connais, ce sont les survivants du génocide arménien, mais comme on le dit, je travaille aussi avec les descendants de la Shoah, par exemple, etc. Donc, ce qui se transmet, si vous voulez, pour trouver une voie d'expression et pour pouvoir travailler cette mémoire, je soutiens qu'il faut pouvoir acquérir la culture, la langue, l'éducation, les valeurs du pays tiers. Pour nous, Arméniens de France, c'est la France, de façon à exprimer dans cet espace autre par rapport aux deux protagonistes du départ, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on peut faire là? D'accord. Est-ce que vous avez un portable qui marche? Non, c'est pas rien. D'accord. Est-ce que c'est ouvert? Bon, alors je disais, si vous voulez, que ma double appartenance n'était pas simplement une pure forme, elle expliquait le sens de mon travail, qui essaye de montrer que pour élaborer le trauma, pour en faire quelque chose, pour arriver ensuite à occuper une place de sujet citoyen dans le pays où l'on vit, c'est-à-dire le pays de l'exil des parents, il faut pouvoir acquérir les valeurs, la langue, l'éducation du pays tiers, le pays tiers étant pour les Arméniens de France, la France, là où les Arméniens ont débarqué, là où mes parents ont débarqué dans les années 1920, et cette situation, si vous voulez, est un commentaire, en fait, des mots de M. Pérouse que j'ai particulièrement apprécié lorsqu'il a évoqué le fait que le fondement référentiel donné était pour nous, pour moi en tout cas, la France. C'est-à-dire que, je reprends cette idée, n'est-ce pas, il faut passer par la culture de l'autre pour pouvoir exprimer sa propre culture engloutie, exterminée, de façon à la traduire dans la culture de l'autre et l'exprimer sur un plan universel. Alors, toujours en reprenant le commentaire des paroles de M. Pérouse, je voudrais revenir sur cette formule très jolie de mémoire croisée. C'est pour moi effectivement une très grande expérience que de venir ici en Turquie, le pays de mes parents, qui n'est pas mon pays a priori. Et croiser, ça veut dire que si vous parlez de la mémoire à partir de là-bas, mon là-bas, à moi, il est ici. C'est-à-dire que lorsque j'entendais parler mes parents, quand j'étais enfant et puis jeune fille, enfin, après on se sépare des parents, on construit sa vie ailleurs, hein, mais ce passé de l'enfance et de l'adolescence dans le milieu familial, on ne l'oublie pas. Quand j'entendais parler mes parents de ce qu'ils avaient vécu ou de ce qu'ils avaient en eux, c'était un là-bas, pour moi, mythique. Hein, c'est-à-dire où est-ce que c'était tout ça, hein. Mes parents étaient turcophones, c'est pourquoi il pacha Türkçe anlarım. Mais ce qui m'émeut profondément, justement, à cause de cette compréhension rudimentaire du turc, c'est que le turc est pour moi une langue que j'aime, une langue chaleureuse. Et mon trouble, quand je viens ici, c'est de l'entendre parler aussi par des gens qui habitent à un certain état qui n'est pas forcément chaleureux. Voilà. Bon, alors je reprends ma phrase parce que j'étais en train de parler du là-bas. Donc, dans mon enfance, le là-bas, c'était un pays qui n'existait peut-être pas. Où est-ce que c'était ça?
je ne savais pas. Est-ce que c'était un peu du délire? Est-ce que ça avait existé? Je ne vivais là-bas que dans un quotidien très pesant. Les survivants sont des gens, en tout cas ceux que j'ai connus, qui investissent fondamentalement le travail. Un travail acharné, un travail permanent, constant, pour sortir de la misère, puisqu'ils sont tous arrivés en France, les quelques qui ont pu survivre. Ils sont arrivés, ils n'avaient pas la langue, ils n'avaient pas de carte de travail, ils étaient sans rien. Et ce climat que j'ai côtoyé, un climat d'une famille intensément groupée autour du travail, faisait que le là-bas, je ne savais pas quoi en faire. Il était seulement présent chez moi, sous forme d'une vie difficile, et mon seul salut, et ça je vais arriver au début de mon développement, mon seul salut c'était l'école. L'école de la République à l'époque, enfin l'école de la France. C'était mon salut, pourquoi? Parce qu'à l'école, au moins, on pouvait parler des jolies choses de la vie. À la maison, on parlait pas beaucoup des jolies choses de la vie. On parlait de « nous avons tout perdu ». Ça revenait sans arrêt. Et puis quand on n'en parlait pas, ben voilà, il fallait travailler, quoi. Donc j'ai beaucoup investi l'école. Disons que j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer toujours un accueil en France. Hein. Alors, j'ai des lectures, évidemment. Je sais très bien que les premiers Arméniens arrivés en France ont rencontré la xénophobie. C'est incontestable. Mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Alors, je précise, je ne sais pas s'il a été dit, mais mon père est né en 1901 et ma mère en 1911. Donc je suis de la seconde génération. J'habitais un quartier essentiellement français. Je n'ai pas rencontré de xénophobie et j'ai rencontré à l'école le commerce des idées, de la pensée, c'est-à-dire quelque chose qui vous arrache au quotidien, et puis des camarades. Et j'ai poursuivi ma route comme ça, disons pour aller vite, jusqu'à ce que j'ai pu faire des études. J'ai choisi de faire des études d'allemand, je suis devenue prof d'allemand, donc par la suite traductrice de Freud. Alors ce que je voulais dire aussi pourquoi l'école était une école émancipatrice, c'est parce qu'elle permettait de dialoguer avec l'autre. Et on ne peut pas élaborer son histoire traumatique si, comme je le disais tout à l'heure, on ne l'échange pas avec l'autre. L'autre étant imaginé au départ comme quelqu'un qui ne connaît pas votre histoire. C'est-à-dire que les camarades, les instituteurs, les professeurs ne connaissent pas forcément ce qui est arrivé aux Arméniens. Les Arméniens sont arrivés en France en tant que force de travail. La France avait besoin de main-d'œuvre. Mais au-delà de cette ignorance, si l'on peut rencontrer chez autrui un partenaire de dialogue, à ce moment-là, l'espace de la maison s'ouvre. Il devient humain. Donc il y a d'autres personnes, autres que nous, de notre histoire, avec lesquelles nous pouvons échanger. Alors, si vous voulez, les deux axes majeurs de mon travail, c'est d'une part cette référence à la culture du pays tiers, mais un pays tiers qui soit laïque et démocratique. S'il n'est ni laïque ni démocratique, ça ne peut pas marcher, puisque vous ne pouvez pas exprimer ce que vous avez vécu. Et je dirais qu'à la fin du parcours, je reviendrai ensuite à ma vie, à la fin du parcours, ce travail de remonter dans la mémoire, permet d'aimer son héritage, parce que lorsque l'on vit dans ce genre de famille, on ne peut pas l'aimer, l'amour n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est qu'il faut travailler pour sortir de là. Et il faut travailler pour sortir de là et pour être à l'extérieur de façon ensuite à venir. L'amour ne peut se vivre que dans la distance. Donc on ne peut aimer sa famille, son héritage, que si on y a échappé. On y a échappé pour à ce moment-là pouvoir le dire.
le dire, le mettre dans l'histoire. Bon. Je dis un peu les choses, un peu, si vous voulez, comme ça me vient. C'est un peu de façon intentionnelle que je n'ai pas voulu préparer un texte fermé pour me laisser aller à vous parler comme ça me vient. Je voulais aussi revenir sur l'histoire de Mémoires croisées, parce que venir ici pour moi, c'est-à-dire dans ce pays mythique, est très troublant. Est très troublant. C'est un trouble douloureux. Il est à la fois douloureux et en même temps, il est proche de l'amour, mais il est très douloureux. Tout simplement parce que ma grand-mère me parlait, par exemple, elle me parlait de Dialova, Mudamia, Pera. Et j'étais une enfant, j'imaginais. Hein. Quand je viens ici, je vois Mudamia, c'est un port moderne, puisque j'ai été à Moussa un jour. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien où est le monde de mes parents. Il est englouti. Il est définitivement englouti, c'est évident. Mais leur mémoire vit en moi, et elle vit dans cette langue que vous parlez et que j'aime bien. Donc c'était pour commenter l'histoire des mémoires croisées. C'est difficile de croiser les mémoires. Je pense que vous avez dû vivre des choses analogues. Et ce croisement est une épreuve pour moi, mais une épreuve que j'ai recherchée. J'ai compris effectivement que si je n'étais pas venue en Turquie jusqu'en novembre 2013, c'est que je ressentais une certaine peur. Alors la peur de quoi? Eh bien, la peur de me dire, mais dans le fond, ça pourrait être mon pays, ça pourrait être le mien. Est-ce que ça l'est, est-ce que ça l'est pas? Et cette réalité tout à fait nouvelle, pour moi, est difficile à supporter, car tous les efforts en France ont été de m'intégrer absolument à la France. La plupart de mes amis sont français. J'ai évidemment quelques amis arméniens. Mais, pour ne rien vous cacher, j'ai une préférence avec vos amis français parce qu'ils n'ont pas en eux cette espèce de douleur que je sens toujours chez les amis arméniens. Une douleur exprimée ou pas exprimée, quelque chose de sombre. Ou alors évidemment une militance. Lorsque je suis avec des amis français, ou bien je ne sens rien de tout ça, ou bien je ressens autre chose. Par exemple, ils descendent d'un grand-père mort à la guerre de 14. C'est intéressant parce que la guerre de 14, c'est exactement, elle est contemporaine du génocide arménien, puisque le génocide s'est produit sur l'autre versant, le versant oriental de la guerre de 14. Donc, chez ces Français apparemment sans noyau douloureux, je perçois parfois des choses analogues. Beaucoup d'entre eux sont d'origine juive, alors évidemment c'est des histoires encore plus catastrophiques, mais il y en a qui descendent de la guerre de 14, il y en a qui sont des rapatriés d'Algérie avec des ruptures très violentes. Mais malgré tout, je préfère dialoguer avec les malheurs des autres que de rencontrer le malheur arménien, parce qu'il me rappelle trop celui de ma famille. Bon, alors, je vais revenir maintenant en arrière, puisqu'on m'a demandé de parler un peu de mon parcours, donc l'école de la France, qui me sauve de l'atmosphère de la famille. Et puis, ensuite, donc, je deviens prof, et puis, à un moment donné, j'éprouve le besoin de faire un travail analytique, et au moment où à ce moment-là, subitement, comme le travail analytique permet la distanciation, je peux à ce moment-là intégrer ma famille, je peux intégrer ce qu'on m'a dit, je le comprends mieux. Je comprends par exemple ce que signifie ce travail acharné. Derrière le travail acharné, il y a toutes les pertes. Hein, voilà. Et c'est au cours de ce travail que
je commence à fréquenter les intellectuels arméniens et les militants arméniens, je commence à lire des livres, et lorsque je lis le premier livre qui a ouvertement parlé du génocide arménien de façon vulgarisatrice, qui était le livre de Jean-Marie Carzou en 1975, à ce moment-là, j'éprouve le besoin d'écrire quelque chose et de présenter, sur les conseils de Anaïs Termination, dont je suivais le séminaire, de présenter mon premier texte au temps moderne. Alors, les temps modernes, si vous voulez, cette acceptation ponctue le troisième moment de cet accueil. Donc, il y a l'école, il y a le fait que je sois entrée dans l'équipe, ça s'est passé après, mais enfin, je le dis maintenant parce que c'est dans la voie intellectuelle, le fait que j'ai pu, par mon travail, qui devait sans doute les intéresser, intégrer l'équipe des traductions freudiennes. Mais il y a eu aussi cette entrée au temps moderne, alors que je n'étais pas universitaire, mais c'est grâce à la publication du livre de Carzou, où on a effectivement parlé à la presse de notre histoire, que j'ai pu écrire ce premier texte. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, l'élaboration du trauma se fait forcément par rapport à la culture de l'autre, par rapport aux événements culturels et politiques de l'autre, c'est-à-dire la France. Alors, je crois que mes amis voulaient que je voulais lire la lettre que j'avais envoyée à Simone de Beauvoir, parce que j'ai découvert cette lettre. Madame Termination m'avait dit vous devez être sans doute un peu féministe, envoyez donc cette lettre à Simone de Beauvoir. Et elle a accepté mon texte alors que je n'étais pas connue de personne, j'étais connue de personne. Bon, c'était pour illustrer, si vous voulez, ce que je disais concernant l'accueil que j'ai rencontré. Voilà. Mais je vais, puisqu'elle vous a lu un passage en turc, je vais en profiter pour la transition suivante. Lorsque j'ai lu le texte de déportation de mon père, j'y reviendrai, donc je l'avais fait traduire, et donc j'ai dû le lire en français, évidemment, en 1979. Ce qui m'a frappé, c'est que je ne connaissais pas beaucoup mon père, il ne me parlait pas beaucoup. C'était un homme assez distant et très respectable. Et je le connaissais peu. Et quand je l'ai lu, j'ai lu donc ce qu'il avait vécu à l'âge de 14 ans, j'ai découvert que dans le fond, c'était bien mon père. C'était un garçon débrouillard, efficace, devenu responsable de sa famille à partir de l'assassinat de son père, qui respectait énormément l'autorité de sa mère. Et je dis toujours, on est survivant un peu par hasard, hein. La chance est énorme, mais dans la petite frange, si vous voulez, qui reste, si on survit à cause de la chance pour 80%, concernant les 20% qui restent, c'est en rapport avec les valeurs que l'on porte en soi. Par exemple, la détermination, la capacité à se décider tout de suite, l'appartenance familiale, être fidèle à sa culture, quoi. Et pourquoi je parlais de transition, c'est parce que en lisant ce texte, où j'ai découvert la confirmation que c'était bien mon père, j'ai découvert aussi ma grand-mère paternelle, que je n'ai pas connue, elle était morte avant le mariage de mes parents, et j'ai trouvé que c'était une féministe. Finalement, c'était une féministe, entre guillemets, que je dois ma naissance. Et elle va vous lire un passage, ou deux passages finalement, où vous voyez la détermination d'une femme, deux, trois petits commentaires sur des choses que je comprends un peu, puisque c'est une langue simple. Vous voyez, il dit je voulais m'enfuir, je voulais retrouver ma mère. C'est un garçon de 14 ans, 14 ans et demi peut-être. Il faut remarquer ce passage parce que beaucoup de lecteurs de ce témoignage
commente le témoignage de mon père en disant que c'est un témoignage sans affect, qui décrit essentiellement des faits, où je retrouve d'ailleurs le caractère de mon père qui était un personnage... il faut dire l'essentiel, on ne va pas perdre son temps, donc il ne faut pas s'occuper, exprimer des sentiments. Mais il y a pourtant des sentiments qui sont là de façon très pudique, et c'est toujours les sentiments vis-à-vis de sa mère. Comme ça, par exemple. Je voulais m'enfuir, mais il n'y avait pas de yol-yol, hein, il n'y avait pas de... Puis c'est une très belle histoire parce qu'ensuite, il finit par trouver une caravane, il va voir sa mère, il la retrouve, il la ramène, et c'est lui qui s'occupe d'elle. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais retrouvé le caractère de mon père dans ce manuscrit, mais j'ai retrouvé aussi certaines valeurs de la famille. En particulier, concernant par exemple de nombreux passages où il dit « ma mère a réfléchi ». Elle a réfléchi, par exemple, moi, je peux mourir, mais vous, il faut que vous viviez. C'est une réflexion qui n'est pas simplement de l'amour, des choses comme ça. Hein. C'est une réflexion très rationnelle. Il faut que la lignée se poursuive. C'est grâce à cette réflexion que je survis. Bon. Ou par exemple, quand elle dit « frappez-moi, moi, pas lui », c'est pas forcément un dévouement vis-à-vis de son mari. C'est parce que pour que la famille tienne, il faut que l'homme tienne. Donc, si elle est frappée, elle, c'est pas très important. Et il y a, de plusieurs endroits dans ce témoignage, des capacités d'analyse de la réalité qui sont très frappantes. Bon, alors, que dire d'autre? Je reviens maintenant, si vous voulez, à ce dont je parlais, c'est-à-dire le travail d'élaboration à travers, en s'identifiant aux valeurs culturelles du pays d'accueil. Ce travail a pour but, en fait, pas seulement d'exprimer, mais de rendre visible. Et je dois quand même mentionner que j'ai pu publier ce texte en 1982 dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'il avait été traduit, je l'avais lu, c'était donc 8 ans après la mort de mon père, et il y a eu en France un événement politique, la prise d'otage au consulat de Turquie. Et c'est la première fois à Paris, donc, subitement, on a parlé du génocide arménien. C'est-à-dire que ce que je vivais à la maison, cette chose étouffée, subitement était dans tous les journaux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais dans le fond, mon père aurait été content. Et j'ai porté le texte au Temps moderne. Ils l'ont publié parce que c'était un texte d'actualité, hein, sinon je n'aurais pas trouvé d'éditeur. Alors, il a été publié parce qu'il y avait l'actualité, mais il y avait aussi que j'avais publié d'autres textes avant, donc je commençais à être familière. Donc vous voyez là encore une fois l'incidence des événements politico-culturels. Le livre de Jean-Marie Carzou, 1975, l'événement politique, 1981. Et puis ça s'est poursuivi comme ça. Donc il s'agit de rendre visible ce qui est caché, ce qui ne peut pas se dire. Et il me semble que ce qui se passe en ce moment, ici, est la poursuite de ce travail. C'est pourquoi je suis très émue, évidemment. Je me suis émue en pensant à mes parents, mais en pensant à toute ma famille, à la famille de tous les Arméniens, si vous voulez. Mais au-delà de ça, je dois vous dire que je ressens la même émotion dans d'autres circonstances. Il m'est arrivé récemment de voir un film sur la faim, génocide par la faim, par la famine en Ukraine.
je ressentais la même émotion. Il y avait des survivants dans ce film qui était projeté à Paris. Ce qui est l'objet de cette émotion, c'est que malgré tout, la vie se poursuit. On ne peut pas abandonner la fidélité aux ancêtres.